Alors, merci beaucoup de l'invitation à participer à cette journée d'études, parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir être entourée par autant de spécialistes du jardin créole et des plantes médicinales aux Antilles et aux Caraïbes. Et du coup, je vais vous parler un peu de mon travail. Les données que je vais présenter sont issues des 10 dernières années de recherche dans lesquelles j'ai effectué un master au Muséum d'histoire naturelle à Paris, puis une thèse à l'EHESS, donc le master en 2013 quand j'ai commencé, puis la thèse en 2022. Donc les données que je vais vous présenter sont issues essentiellement de ces deux travaux. Donc pour commencer, je voudrais vous parler d'abord de la catégorie médecine indienne qu'on entend très souvent à la fois en Europe et aussi aux Caraïbes, notamment en Guadeloupe, où on parle assez souvent de médecine indienne et d'essayer de comprendre ce que ça pourrait signifier. Donc en 2023 a eu lieu au musée Guimet une exposition intitulée Médecine d'Asie, qui présentait entre autres une série de remèdes ou de plantes collectées en fait en Asie et en Inde, parmi lesquelles on pouvait trouver de l'aréca, de l'amla, etc. Et c'était des herbiers et des remèdes qui venaient du fond du musée François Tiquin, qui est le musée de la faculté de pharmacie de l'université Paris-Cité. Et cette exposition avait entre autres l'intérêt d'être découpée en aires culturelles, et que chaque aire culturelle présentait une médecine particulière qui lui serait caractéristique. Et pour le monde indien, c'est l'Ayurveda qui a été choisi. Et dans ce choix, les commissaires d'exposition ont décidé de parler des médecines asiatiques dans ce qu'elles avaient dans leur vision holistique du corps humain, et aussi dans le rapport qu'elles entretenaient, selon leurs termes, entre histoire et mythe, les deux mots étant écrits avec une lettre majuscule. Et moi, ça m'a beaucoup interrogée parce que je me suis dit c'est quand même très intéressant de traduire avec des notions occidentales des éléments si complexes qui en fait sont souvent absolument intraduisibles en fait dans les langues européennes. Et en visitant cette exposition, je me suis demandé comment, moi en tant que Guadeloupéenne et sur le travail que je menais, comment est-ce que cette notion de médecine indienne reliée ici uniquement à l'Ayurveda alors qu'on aurait pu aussi la relier à d'autres types de médecine, comment est-ce que ça pouvait faire écho donc à mon travail. Et donc je me suis demandé plus particulièrement comment, dans le cas donc des descendants d'engagés indiens, cette référence qui est faite aussi en Guadeloupe à la médecine indienne, qui est dite traditionnelle et ancestrale, pouvait s'appuyer donc sur la pratique de la médecine ayurvédique et pouvait aussi être, dans le contexte international qu'on connaît aujourd'hui, et particulièrement dans celui des diasporas indiennes, être influencé par l'hégémonie du gouvernement Modi, être influencé aussi par l'hégémonie de certains groupes réformateurs hindous comme l'Arya Sabha ou le Sanatan Dharma, particulièrement en Guadeloupe, qui vont diffuser dans les diasporas des savoirs brahmaniques fondés sur les Védas, donc sur des textes écrits en sanskrit. Et comment tout cela aussi pouvait émerger d'une certaine manière ou contredire une certaine vision occidentale de l'autre, notamment en mettant comme médecine indienne l'Ayurveda, par exemple. Et donc, je vais essayer d'explorer ces questions, donc en prenant pour point central, évidemment, le recours à la plante comme remède par les Indiens en Guadeloupe. Donc pour un petit point rapide, pour ceux qui ne seraient pas familiers de cette part de l'histoire antillaise, donc les Indiens qui arrivent en Guadeloupe, il me semble, sont en situation de double colonisation, c'est-à-dire à la fois une colonisation britannique, puis une colonisation française quand ils arrivent en Guadeloupe, et que leur identification en tant qu'Indiens, en fait, a pris énormément de temps. Elle s'est faite d'abord sur le plan administratif, avec l'emploi du mot indien dans le vocabulaire colonial, puis ensuite avec la traduction de ce terme en créole, donc sous l'appellation indiens, qui sont devenus un groupe identifié en tant qu'indien avec un grand I, puis hindou avec un grand H, dans le contexte guadeloupéen. Donc on trouve des personnes originaires à la fois du nord et du sud de l'Inde et qui ont la particularité d'être, dans les deux cas, pour les hindous uniquement, d'être shivaïtes et dévots de Shakti, donc de plusieurs formes de la déesse. Et que les stratégies induites par les conversions au catholicisme, qui ne sont pas forcément fondées sur des conversations, donc les différentes conversions au catholicisme sont aussi tant acceptées socialement que, en même temps, contredites par des pratiques qui vont se resserrer sur l'intimité des jardins, notamment, et l'intimité des familles.
et particulièrement pour ce qui va concerner l'utilisation des plantes médicinales dans le cadre de l'hindouisme. Donc l'identité du corps et des remèdes hindous en Guadeloupe actuellement doit être envisagée dans sa dimension postcoloniale, donc à la fois dans ce qu'elle implique d'une évolution géographique, donc par la continuité après l'exil, pour faire très rapide, une évolution historique sur le cadre de la plantation, puis ensuite, et une évolution sociale sur ce que signifie aujourd'hui être indien en Guadeloupe, et notamment par le recours à l'Ayurveda, et une dimension postcoloniale qui s'ancre aussi dans la relation avec les dieux hindous, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans la relation imbriquée avec celle du jardin, où sont gardés les dieux. Donc, je vais essayer d'interroger avec vous la catégorie indienne des remèdes au jardin antillais, en essayant d'expliquer comment les évolutions des pratiques médicinales hindoues sont à mettre en relation aussi avec l'évolution des manières de considérer le corps et le soin médicinal par les plantes aux Antilles. Donc, je fais le lien ici avec ce qui a déjà été évoqué dans le panel précédent à propos des poisons et de tout ce qu'on a donc raconté sur l'habité colonial, les questions de Malcolm Ferdinand, les questions de pollution, les questions de revendication aussi, je suppose qu'on va les aborder peut-être un peu plus profondément à un moment, de revendications actuelles sur les questions d'identité, etc., ou comment toutes ces choses-là peuvent nourrir aussi un recours à une certaine médecine et un recours à une identité par le corps, donc refondée au jardin comme étant un espace vu à ce moment-là comme un espace traditionnel. Donc on peut envisager la manière dont l'idée d'une médecine indienne est devenue en Guadeloupe un moyen d'affirmation d'identité par l'action sur le corps à l'aide des remèdes est probablement l'une des démarches en acte de l'opposition aux situations postcoloniales actuelles. Donc, je vais me permettre maintenant de vous parler un petit peu plus précisément de mon travail. Donc, dans ma thèse, j'avais interrogé la question de l'historicité en fait, des usages indiens en Guadeloupe, si on pouvait les relier à certaines circulations de plantes, à la fois sur l'époque coloniale au temps long, et comment on pouvait faire coïncider entre eux les diffusions aux jardins dits de cases, donc les jardins domestiques des populations dites subalternes, et les jardins botaniques coloniaux qui ont trafiqué des plantes à un coin à l'autre du monde. Et l'une des méthodologies que j'avais voulu envisager, puisque je suis en anthropologie, donc je ne fais pas d'histoire par les archives, c'était de pouvoir faire coïncider les discours mémoriaux que je relevais sur le terrain avec des sources secondaires, notamment botaniques, et d'essayer de voir ce que la confrontation de ces deux sources pouvait me dire sur l'ethnographie que je faisais des jardins, en ethnographiant la présence des plantes actuellement dans les jardins et en voyant la transmission qu'on pouvait constater sur le terrain. Donc, je vais revenir avec vous sur une notion qui est celle de la purification. Donc, pour parler des remèdes, la question la plus importante dans l'hindouisme, et qui a été déjà dévoilée par plusieurs auteurs, là je n'invente rien, c'est la question de la pureté. C'est-à-dire qu'on considère que pour arriver auprès d'une divinité hindoue, il faut être propre, donc avoir jeûné, s'être lavé, etc. Et l'une des plantes les plus importantes de la purification en Guadeloupe, ça va être le curcuma, associé parfois à des branches de Nîmes, donc d'Azadirachta indica. Et cette notion de la purification m'a fait interroger, je vais interroger avec vous plus précisément par rapport aux structures qu'on peut donner au jardin. Donc, je fais référence ici au travail de Madame Catherine Benoît très précisément, et aussi au travail de Jackie Berthelot sur la question de l'architecture de la case créole au milieu du jardin. Le jardin faisant partie de l'architecture aussi de la case, tel qu'il le dit dans son livre. Et donc, les structures que vous décrivez, notamment sur le fait qu'il y ait des frontières symboliques qui protègent le corps au fur et à mesure qu'on arrive dans l'intimité de la maison, on les retrouve aussi chez les Indiens. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces frontières-là sont associées à d'autres structures qui, elles, sont strictement dépendantes de la présence des dieux hindous. C'est-à-dire que la maison n'est plus l'épicentre de la protection du jardin, mais que la maison va elle-même constituer une frontière jusqu'à accéder à la divinité qui est protégée, souvent à des endroits où on espère elles ne seront pas visibles de la rue. Bon, aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a un peu une mode de revalorisation de l'hindouisme, donc on peut voir les temples de la rue, mais à l'époque, c'était un petit peu plus gardé dans le secret.
Donc voilà, je vous montre maintenant quelques photos. Donc je vais passer directement aux commentaires d'éléments ethnographiques. Ça va être plus agréable à commenter et plus agréable à écouter pour vous. Donc là, vous pouvez voir donc des éléments de terrain avec sur le tronc du manguier. Donc ça, c'est un élément typique indien, probablement plutôt d'origine nord-indienne, où des offrandes sont faites sur le manguier qui jouxte une chapelle de Kali, donc un temple de Kali, et les cabris sont sacrifiés en fait sous le manguier. Et dans ce jardin, précisément, donc qui se trouve au Moule, ce sont des pipales qui ont été introduits de Trinidad et qui sont plantés pour marquer une frontière du jardin. Et que plus on avance vers la chapelle, plus le nombre de pipales augmente, et du coup, il faut avoir jeûné, il faut être propre et surtout avoir l'autorisation de pouvoir accéder à certains endroits du jardin. Et du coup, les plantes médicinales sont aussi comptabilisées dans cet agencement de l'espace. Et je vais vous prendre donc pour la question de la diffusion des plantes, j'avais choisi un exemple sur lequel je vais passer brièvement, qui est celui du Moringa oleifera. Donc, les Indiens disent l'avoir introduit en Guadeloupe. Alors, c'est pas impossible qu'ils aient effectivement voyagé avec. Donc, on a des sources qui permettent de remonter sur le fait que les Indiens, effectivement, ont pu apporter du moringa en Guadeloupe. Par contre, qu'ils aient été les premiers à l'introduire, ça, probablement pas. Puisque ce qui est intéressant avec le moringa, et ça va me permettre de passer sur le sujet plus actuel de l'Ayurveda, c'est qu'en Guadeloupe, on peut retracer les différentes époques de diffusion du moringa par rapport à la diffusion de son nom vernaculaire. On va retrouver différents types de noms vernaculaires à plusieurs époques. Donc, 18e, 19e, on a par exemple Maloko, Manele, ou plus récemment, au 19e siècle, avec les hindous, on va avoir Mulinkila ou Mulunka. Et plus récemment, il y a une petite dizaine d'années, peut-être 15 ans maximum, on va trouver le nom latin, donc Moringa, où la plante s'est rediffusée, notamment par les jardineries, pour ses utilisations alimentaires, médicinales, revalorisées notamment par le lien des réseaux sociaux, les médias, etc. Donc, je vais passer plus rapidement dessus pour vous rentrer plus dans le vif du sujet des remèdes et pour vous raconter comment, en fait, cette question d'appropriation des savoirs ayurvédiques, on peut essayer de se demander si elle est traditionnelle ou pas en Guadeloupe, parce que l'Ayurveda ressemble à énormément de choses qu'on fait dans l'Inde rurale, et particulièrement dans l'Inde rurale du 19e siècle. Donc, il y a des passages de sens tout à fait faisables, notamment sur les questions de chaud ou de froid des plantes, sur les questions de la vision du corps, sur les questions de formes de divinité qui sont invoquées. Et par contre, on est sûr et certain que les engagés indiens ne faisaient pas de l'Ayurveda au sens strict, tel que les personnes actuellement en Guadeloupe peuvent aller l'apprendre en Inde ou dans des universités, peu importe où elles se trouvent, en France ou en Angleterre. Mais dans tout, je n'ai pas proposé de discours d'entretien comme sur les autres présentations, mais donc je vais vous raconter donc, ce qu'on me dit. La quasi-intégralité des personnes que j'ai interrogées sur cette question, et particulièrement les praticiens de l'Ayurveda avec qui j'ai pu travailler, m'ont tous dit je me suis intéressée à ça parce que j'ai vu ma grand-mère faire des choses. Donc, en tant qu'Indiens, ils ont eu envie d'aller vers l'extérieur, aller en Inde notamment, pour apprendre ce que faisaient les vrais Indiens, entre guillemets, ou les sages Indiens, pour reprendre certains propos que j'ai pu entendre. Et quand ils sont donc revenus en Guadeloupe, on sait qu'en Guadeloupe, il y a à peu près 70% des plantes médicinales indiennes sont présentes en Guadeloupe, à l'exception évidemment des plantes typiquement endémiques du sous-continent qui seront plus difficiles à trouver. Donc les savoirs ayurvédiques, on peut les replacer directement en Guadeloupe. Et il va y avoir une véritable juxtaposition aujourd'hui entre l'idée de jardin créole, notamment avec sa valorisation actuelle très moderne, où ça va devenir vraiment un argument d'identité, de faire des plantes médicinales dans le jardin créole comme faisaient les ancêtres. Donc, qu'on soit d'origine indienne, d'origine africaine ou je ne sais de quelle autre origine, c'est le même discours qui s'applique. Et chez les Indiens, la référence donc à une médecine indienne traditionnelle va passer par l'idée du recours à l'Ayurveda, l'idée du recours à un texte védique écrit en sanskrit, ce qui n'est pas tout à fait corroboré avec ce que faisaient les engagés. Et j'allais dire quelque chose qui m'a échappé, mais ça va me revenir. Du coup, dans les années 1980, il y a les premiers départs d'Indiens vers l'Inde pour découvrir un peu leurs origines. Bon, ça a emmené tout un champ de recherche, notamment qui est né avec les études sur les pays créoles, notamment avec Jean Benoît,
ou avec Madame Catherine Benoît, notamment sur les jardins, donc c'est passé à cette époque. Et puis chez les Indiens aussi, il y a eu pas mal d'écrits qui ont été écrits par des penseurs indiens antillais. Je pense notamment à Monsieur Muthusamy, qui a écrit le premier livre sur l'indianité de la Guadeloupe. Et ces ouvrages interrogent en partie les plantes, mais plus de ce que les Indiens auraient pu donner dans la tradition guadeloupéenne. Et moi, je vais vous prendre 2 exemples ici que, si vous êtes antillais, vous connaissez forcément. Donc, le Bacopa monieri et le Centeia asiatica, qu'on connaît sous d'autres noms créoles en Guadeloupe et que les Indiens, eux, appellent Brahmi et Gotukola. Alors, ces 2 noms-là sont d'origine sanscrite et sont probablement de diffusion très, très récente. Oui. Sont de diffusion très récente et sont réutilisés donc dans le paysage guadeloupéen pour une appropriation typiquement ayurvédique. Donc j'ai quasiment terminé, il me restait 3 slides. Tu vois, pas de problème. Donc je vais passer sur donc la question du mythe, notamment où le recours au voyage et à rapporter des plantes vers la Guadeloupe se fonde aussi sur ce qui a été transmis de la mémoire orale. Et on envisage assez peu la figure de l'Indien comme pouvant être un conteur aux Antilles, mais il faut savoir que la transmission orale chez les Indiens sur les remèdes passe d'abord par la construction du récit. Et la construction du récit sur le remède associé au dieu, associé à la mémoire familiale. Donc je vais passer assez vite. Là, c'est un Ashoka, donc qui est en relation avec l'histoire de Rama et Sita. Donc je passe rapidement dessus. Je vais vous montrer 2 autres plantes récemment introduites en Guadeloupe, donc le tulsi, qui est assez connu aujourd'hui aux Caraïbes, et l'ashwagandha, peut-être un tout petit peu moins connue, donc qui est une plante ayurvédique typique et qui, là, pour le coup, a été plantée dans le jardin du Centre culturel indien de Petit Canal comme valorisation exemplaire d'une plante indienne, donc qui a été plantée par Michel Nankou, qui s'intéresse beaucoup à cette question. Et je vais passer rapidement sur un jardin donc, de type ayurvédique, donc jardin créole, qui a été planté par quelqu'un avec qui j'ai travaillé, donc qui s'appelle Thérèse Gabidoche, qui a fondé une entreprise d'agrotransformation qui s'appelle Sweet Home, donc peut-être que vous la connaissez. Donc on voit sur cette photo l'intégration du tulsi à l'intérieur de la structure de son jardin alimentaire et médicinal. Et moi, ce que j'aime dans ce jardin, c'est qu'elle a fait une véritable création en lien avec son apprentissage de l'Ayurveda, qui est un mandala, en fait, qui est une fleur à 12 pétales, où chaque pétale correspond à un élément ayurvédique particulier sur le corps humain. Donc, par exemple, sur un pétale, on va retrouver les plantes qui sont bonnes pour le corps de la femme, par exemple, pour soigner les douleurs de règles, etc. Donc, par exemple, comme le zébafam, que vous connaissez peut-être. Donc voilà une petite photo du centre du mandala qui est en cours de création en 2021 et je leur ai gentiment demandé de nous faire des photos. Donc ça, c'est des photos d'il y a quelques jours, spécialement pour vous, de ce à quoi ressemble donc ce mandala. Avec, il y a du Centeia asiatica au centre qui s'est répandu un peu partout à l'intérieur de la fleur. Voilà, et du coup, les différentes plantes donc associées, le centre du mandala est associé à les différents éléments, donc la terre, l'eau, le feu, etc., avec les différents doshas de l'Ayurveda. Voilà, donc je vais passer assez rapidement, mais si vous avez des questions, on pourra en discuter à ce moment-là. Et merci pour votre attention. Je voudrais juste conclure, parce que du coup... Vous avez le temps. Ah ben voilà, j'ai fait vite. Enfin, 2 minutes. 2 minutes vite. Du coup, il me reste quand même un petit moment pour vous parler de ma conclusion, pour rebondir sur la très belle communication qui a été faite tout à l'heure sur les définitions du jardin créole en littérature. Et c'est vraiment un sujet qui est absolument passionnant et parce que je trouve que la définition même du jardin créole, qui en fait est une construction théorique, qui est tout à fait savoureuse de sens dans ce qu'elle pourrait nous dire sur une création d'éthos, en fait, au sens grec ancien, c'est-à-dire à la fois de créer un mode de vie, un style de discours, une appropriation du territoire comme pouvant être le lieu d'une coutume aussi, tout à fait auto-créée sur place aussi. Voilà, donc c'était pour ouvrir la conversation sur cette question-là.